Il a reçu une autorisation de sortie du territoire national pour aller se soigner en France, comme nous l'avons toujours demandé, puisque son état de santé est assez dégradé. Et donc c'est la raison pour laquelle les autorités ont eu la clairvoyance de prendre la décision qu'il convient de prendre. Tel n'était pas le cas de M. Bibo Bourgi, parce que vous savez que M. Bibo Bourgi est souffrant, tout le monde le sait. Et donc, depuis l'instruction de ce dossier, des experts ont été désignés et ces experts ont confirmé que son état de santé était incompatible avec la détention. Peut-être dans les 48 heures, le temps d'accomplir certaines formalités. Voilà donc, pour des raisons humanitaires, la justice sénégalaise a décidé d'octroyer à Bibo Bourgi une autorisation de sortir du territoire national. Déclaration du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, que je vous propose de suivre. Bien évidemment, vous avez pu voir alors un communiqué du procureur spécial. Alors, il faudrait préciser que Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, est avec Diassé, qui étaient tous dans un état de santé fragile, pour des raisons humanitaires, ont pu bénéficier du juge de l'application des peines et une autorisation de sortie hors du territoire national pour aller à l'étranger, pour aller se soigner. Cela intervient très souvent, nous devons le faire pour plusieurs personnes qui ont été confrontées à des questions de santé. Et Mamadou Pouy a effectivement aussi bénéficié d'une liberté provisoire, sous une liberté conditionnelle. Une liberté conditionnelle, et donc pour répondre de façon très claire à vos questions. Justice toujours, après la condamnation d'Hissène Habré à la perpétuité, beaucoup s'interrogent sur l'avenir des chambres africaines extraordinaires créées au sein des juridictions sénégalaises. Cette cour doit son existence au procès d'Hissène Habré. Selon l'article 37, les chambres africaines extraordinaires doivent être dissoutes une fois les décisions rendues. Plus de précisions avec Mansour Sow. Les chambres africaines extraordinaires ont été créées au sein des juridictions sénégalaises pour la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990, conformément aux engagements internationaux du Sénégal. Après 56 jours d'exercice et un verdict condamnant l'ancien homme fort de N'Djamena à la perpétuité, des langues se délient pour s'interroger sur son avenir. Pour la MPCA, la mobilisation pour la paix et la consolidation de la justice africaine. L'heure est à la création d'une cour pénale africaine. Au-delà de ce procès, ce que nous voulons, c'est que si on arrive à prouver au monde que l'Afrique est capable d'organiser un processus équitable, il est temps, selon nous, jeunes Afrique, que l'Afrique ait sa propre cour pénale, à l'image de la cour pénale internationale. Aujourd'hui, notre combat vient de commencer à partir d'aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'avoir au minimum 52 000 signatures dans tous les pays africains pour booster la création de la Cour pénale africaine. Dans son article 37, les chambres africaines extraordinaires sont dissoutes de plein droit une fois que les décisions auraient été définitivement rendues. Par conséquent, il ne reste plus beaucoup de temps à cette juridiction si l'on se fie au délai de 15 jours accordé à Hissène Habré pour faire appel. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de savoir s'il va y avoir un appel ou pas d'appel de la part de la défense, puisque probablement que le procureur ne fera pas appel au vu du verdict. Et c'est aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de réparation, donc sur la partie au civil. Et pour ça, on a une réunion qui est convoquée par le juge Cam demain avec les parties pour définir le calendrier de cette procédure-là. Les chambres africaines extraordinaires ne sont rien d'autre qu'un tribunal. Après ce procès, elles seront dissoutes. On a voulu montrer un exemple à travers le monde que l'Afrique est bien capable. Mais je pense qu'il faut aller plus loin en créant une justice internationale pérenne. Une justice permanente apte à juger tous les hauts responsables. Une fois dissoute, les dossiers sont archivés au greffe de la Cour d'appel de Dakar. Par la suite, les juridictions nationales ont en charge toutes les questions qui pourraient survenir postérieurement à la dissolution des chambres africaines extraordinaires.
Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le procès d'Hissène Habré, contrairement aux 18 milliards de francs CFA avancés par son épouse. Des précisions du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Il rappelle que l'ancien président du Tchad va purger sa peine au Sénégal. L'État du Tchad, quant à lui, va dédommager les victimes à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Et puis pour une meilleure stabilité sociale, les régulateurs sociaux veulent mettre fin à la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Pour cela, l'association des imams et oulémas du Sénégal a rencontré les enseignants syndicalistes afin de trouver un consensus. Des enseignants qui déplorent la situation actuelle de l'école sénégalaise et s'insurgent contre les intimidations et réquisitions. Ababakar Salir Top. Mettre à terme la crise qui sévit dans le secteur de l'éducation est la volonté de l'association des imams et oulémas du Sénégal. D'ailleurs, c'est dans cette optique que s'inscrit cette rencontre avec les syndicats de l'enseignement. Nous, association des imams et oulémas du Sénégal, nous pensons que le dialogue doit aboutir à un consensus entre les acteurs de l'éducation et l'État, car il en va de l'intérêt du pays. Concernant les réquisitions et brimades, nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons à l'État d'arrêter tout de suite ces forfaitures, car ce n'est pas l'intérêt de l'éducation. Les compagnons de Djanté n'excluent pas la possibilité d'une entente et des retrouvailles, mais il avertit, ils n'acceptent pas de nouvelles négociations. Nous souhaitons que les autorités soient dans les mêmes dispositions. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas connaître un dénouement heureux de la crise. Maintenant, nous n'allons pas renégocier. Nous avons des préoccupations. C'est un passif comme on l'a dit. Ce sont des dettes que l'État a contractées vis-à-vis des enseignants. Ce sont des engagements qui ont été pris, qui n'ont pas encore été honorés malgré plusieurs reports des délais. Ce que nous souhaitons, c'est que quand même les gens puissent se retrouver et que les gens reviennent à la raison, qu'on comprenne en réalité que ce n'est pas par la brimade qu'on tordra le bras aux enseignants pour revenir. Le bras de fer entre l'État et les enseignants semble atteindre sa vitesse de croisière. C'est du moins ce qu'on peut dire avec l'intervention de ces régulateurs sociaux. L'État du Sénégal est allé jusqu'au bout. Il a réquisitionné les enseignants grévistes, des demandes d'explication, des blâmes, des avertissements, des ponctions sur salaire et même des convocations à la gendarmerie. Mamoudou Lamine Djanté accuse l'État du Sénégal de non-respect du droit syndical. Pour lui, la dignité de l'enseignant va au-delà de l'intimidation. Je vous propose de le suivre. Ces réquisitions visent la rétention des notes. Or, la rétention des notes n'est pas une forme de lutte qui est illégale parce que ce n'est pas interdit par la loi. Et la rétention des notes consiste à, après avoir enseigné les élèves, les évaluer, on corrige les copies des élèves portant les notes, on fait le corrigé des devoirs en classe, on remet à l'élève sa copie corrigée et notée, mais on ne transmet pas l'information à l'administration. C'est une forme de lutte qui ne souffre d'aucune illégalité. Si par rapport à ça, les enseignants reçoivent des demandes d'explication de façon illégale, des mises en demeure dont l'objet est un abandon de poste et non une rétention des notes, des blâmes, des avertissements et aujourd'hui des réquisitions, nous considérons que l'État verse inéluctablement dans l'illégalité. Et c'est pourquoi nous avons dit aux enseignants de refuser de prendre les réquisitions. Dans le secteur de la santé, une grève totale de 72 heures dans tous les hôpitaux sera observée sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce mercredi à minuit. Un mouvement d'humeur initié par le 2S qui regroupe en son sein la CNTS, le Sintras, le SAMES, entre autres. Il compte mener un deuxième plan d'action pour que les accords signés avec le gouvernement soient respectés. Il précise toutefois que le service minimum sera assuré. Adjara Sissé.
Ça passe ou ça casse, tel est le nouveau slogan du syndicat des travailleurs de la santé 2SAU. La population sénégalaise va souffrir le martyre à partir de ce mercredi à 0h pendant 72 heures pour avoir accès aux soins dans les hôpitaux. Un deuxième plan d'action qui risque de faire sans doute mal sur toute l'étendue du territoire et s'inscrit dans une logique de faire entendre raison au gouvernement afin qu'il respecte les accords signés. À partir de minuit de ce soir, les camarades seront en grève jusqu'au vendredi à minuit. Et c'est à cela que nous les invitons. S'asseoir, voir les problèmes un par un et essayer de trouver des solutions. Pour nous, il ne saurait être question, en tout cas question, de la remise en cause des accords qui ont été déjà signés. Une grève qu'ils vont observer non par gaieté de cœur selon ce syndicat, contrainte budgétaire ou une étude, une équation dure à résoudre pour le 2SAU. Le respect des accords, c'est ce qu'ils veulent des autorités étatiques car, disent-ils, ne sont pas plus méritants qu'eux. On a besoin que le gouvernement du Sénégal fasse des efforts pour satisfaire nos revendications. Vous ne pouvez pas accepter aujourd'hui que avec les modestes sommes qu'on nous paie à la retraite, que les gens continuent à refuser de nous indexer les indemnités et pensions sur la retraite. Ce n'est pas acceptable. Nous exigeons au gouvernement du Sénégal l'indexation des primes indemnités sur la pension de retraite. Nous avions besoin également de toi. Nous avions besoin de revoir notre salaire à la hausse. Nous le méritons. Les politiques ne le méritent pas plus que nous. Ils invitent toutefois tous les travailleurs à suivre ce plan d'action. Et de ce point de vue, nous ne ménagerons aucun effort pour amener le gouvernement du Sénégal à satisfaire nos plateformes. Camarades du secteur de la santé, camarades travailleurs, c'est à vous que je m'adresse. L'heure est grave. La création de nouveaux corps dans la fonction publique, les retards des salaires récurrents sont entre autres revendications des travailleurs. Il précise par ailleurs que le service minimum sera assuré durant ces 3 jours de grève. Plus de 6 millions de décès chaque année à cause du tabac. Ce sont les non-fumeurs qui sont le plus souvent victimes du tabagisme passif. Ces fumeurs passifs sont bien sûr davantage exposés à la fumée. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale sans tabac. Les acteurs qui luttent contre la cigarette demandent que le conditionnement neutre soit exigé aux entreprises de fabrication. Un compte rendu de Ndeye Fatim Lo. Au Sénégal, 1 demi-million d'adultes, soit 6% de la population, utilise le tabac. La dépendance à la cigarette a des conséquences néfastes sur la santé. Parmi elles, quand un homme ou une femme fume, toutes les parties de son corps peuvent recevoir l'une des 7000 substances contenues dans le tabac. Pour exemple, les dents deviennent jaunes, elles finissent par noircir, se dessouche, mais ensuite tout le tapis de la bouche finit par subir les mêmes modifications. Le poumon qui s'est gorgé de toxines ne respire plus correctement et favorise les cancers au niveau du poumon. Cet homme, la quarantaine, malgré qu'il a connaissance des conséquences du tabac, fume depuis 20 ans. Je fume, mais je sais que cela n'est pas une bonne chose. C'est juste une habitude. Tous les fumeurs savent que cela n'est pas bon pour leur santé. Contrairement à lui, celui-ci ne touche pas à la cigarette et Moussa, après avoir eu quelques soucis de santé à cause du tabac, a arrêté de fumer. Je ne fume pas parce que je sais que cela est dangereux pour la santé. De plus, les non-fumeurs paient le prix fort pour moi. Au fur et à mesure que j'étais dépendant de la cigarette, je voyais que ma santé se dégradait. Alors j'ai décidé d'arrêter et tout le monde disait que cela n'était pas possible. Quand j'étais avec mes amis, quand ils fumaient, je me levais pour ne pas rechuter. Les personnes qui disent que l'on ne peut pas arrêter de fumer disent du n'importe quoi. D'après des études scientifiques, il en découle que les non-fumeurs sont les plus exposés puisque les fumeurs les en fument. Le tabac tue 6 millions de personnes chaque année dans le monde. Parmi ces 6 millions, il y a 600 000 personnes qui n'ont jamais fumé et qui sont tuées par les autres fumeurs. À titre d'exemple, vous savez combien tue le paludisme? 435 000 personnes chaque année. Les fumeurs tuent plus que le paludisme. Ça, c'est scandaleux.
Aujourd'hui, certains utilisent la cigarette électronique et la chicha. Cette dernière serait beaucoup plus dangereuse que la cigarette et pourtant elle est très prisée par les jeunes. À travers cette journée mondiale sans tabac, les acteurs de la santé appellent les gouvernements à inciter les industries du tabac à adopter le conditionnement neutre pour mieux sensibiliser la population sur les méfaits de la cigarette. Des parlementaires africains préoccupés par la question des mutilations génitales féminines à travers une conférence, ils comptent mutualiser leurs forces pour mettre un terme à cette pratique. Ces représentants de l'Association des parlementaires européens et leurs homologues de l'Afrique de l'Ouest vont élaborer un plan d'action sous-régional pour bannir définitivement l'excision. Mansour Sow. Elles sont environ plus de 140 millions de femmes excisées à travers le monde. L'Afrique, malheureusement, se taille la part du lion avec plus d'un tiers de ce chiffre. Malgré les nombreux efforts consentis dans la croisade contre ce fléau, les mutilations génitales féminines continuent de faire leur lot de dégâts. Pratiquement aujourd'hui, tous les pays, y compris le Sénégal, il y a dans le code de la famille, il y a un ensemble de lois qui interdisent de manière systématique justement la pratique de l'excision. Mais jusqu'à là, c'est de manière clandestine que les choses continuent à se faire. Et je crois que même les exciseuses, elles sont au courant qu'il y a bel et bien cette loi et qu'elles sont passibles d'une punition, d'une sanction quelconque. Cette pratique multiséculaire renferme souvent une dimension ethnique, culturelle et des interactions sociales qui dépassent les frontières. Dès lors, la mutualisation des efforts reste la seule issue pour mettre fin à ces pratiques aux mille et une conséquences néfastes chez la femme. C'est une pratique qui, quelque part, est une pratique néfaste à la santé et qui touche aussi aux droits de la femme et de la petite fille et qui a beaucoup de conséquences nuisibles. Et donc il est important que nous nous retrouvons, que nous puissions voir quelle stratégie mener, quelle politique mener, et particulièrement par rapport aux frontières, parce que nous savons que certaines pratiques, une fois qu'il y a une loi interdisant dans certains pays, d'autres traversent d'autres pays pour y mener la pratique. Voilà. Puisque des lois existent dans tous les pays de la sous-région, nous osons porter justement le plaidoyer dans le sens d'une application rigoureuse dans tous les pays. Si dans tous les pays, de manière rigoureuse, cela est interdit, ils n'auront plus d'espace. La rencontre est à l'initiative d'AWEPA, l'association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique, en collaboration avec le comité de pilotage pour l'accélération de l'abandon des mutilations génitales au Sénégal. Cette conférence sous-régionale a réuni des parlementaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée et la Guinée-Bissau. Atelier régional sur les drogues injectables et VIH-Sida. 13 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se rencontrent à Saly, Portudal pour freiner la propagation de la pandémie. La situation est alarmante et les conséquences sanitaires, sociales et économiques sont souvent désastreuses. Voilà. Selon les organisateurs, les utilisateurs de drogues injectables sont estimés à plus d'1 million en Afrique subsaharienne et une grande partie d'entre eux sont séropositifs. Je vous propose de suivre les explications de Djibril Diallo. Il est le responsable de Nucida. Aujourd'hui, l'infection est en train de baisser. Mais ce n'est pas le cas pour ce qui concerne les personnes qui s'injectent la drogue. Les statistiques, vous le savez, à savoir que nous avons en 2014 5600 infections par jour à travers le monde. 2 sur 3 de ces infections sont en Afrique subsaharienne. Dans notre région, nous avons une infection qui est de 2,3%. Et pour cela, nous avons un taux d'infection qui est beaucoup plus élevé en ce qui concerne les populations clés. Mais tout cela, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes venus au Sénégal nous abreuver des exemples du Sénégal. Comment est-ce que l'on peut partir d'une bonne nouvelle telle que les efforts du Sénégal pour faire face à cette problématique, pour maintenant partir vers les autres régions d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre. Donc il ne s'agit pas seulement de présenter une image misérabiliste de la lutte contre le sida, mais de voir qu'il y a des pays dans la région qui se battent avec le partenariat de la communauté internationale. Et quoi de mieux que d'amener des experts de 13 pays
pour parler de ces exemples, non seulement du Sénégal, mais aussi des autres parties du continent. Je vous le disais tantôt, plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans le procès Hissène Habré, contrairement aux 18 milliards de francs CFA avancés par son épouse. Des précisions du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Il rappelle que l'ancien président du Tchad va purger sa peine ici au Sénégal. Ibrahim Fall. 20 juillet 2015, 30 mai 2016. Le procès de Hissène Habré aura duré 10 mois. L'ancien homme fort de N'Djamena est condamné à la perpétuité, une peine qu'il va purger au Sénégal. Alors la décision a été rendue et il faudrait dire que c'est une première. Bien d'autres procès ont eu lieu, ça n'a pas la même chose, la même connotation. Lorsque l'on juge à la maison, et on a vu à côté de nous, un procès avait eu lieu, celui de Moussa Traoré, mais c'était un président de son pays qui est jugé et souvent on peut parler de justice des vainqueurs. Et bien d'autres procès, j'ai entendu dire qu'on a parlé d'autres procès assez lointains, de Massias Nguema en 79 et autres, mais ça s'est terminé par la peine de mort et bien d'autres choses. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que le Sénégal a voulu organiser ce procès en se conformant aux normes internationales. Et vous le savez, je vous l'avais déjà dit, qu'en aucun moment la peine de mort, on pouvait avoir toutes les surprises, sauf une peine de mort qui ne peut pas être prononcée au Sénégal parce que le Sénégal ayant aboli la peine de mort et ensuite appliquant les normes internationales, alors il va de soi aussi que le Sénégal alors ne pouvait pas faire prononcer une telle peine à travers les juges alors qui ont eu à rendre cette sentence. 18 milliards de francs CFA, c'est le coût financier pour ce procès, selon l'épouse de Habré, Fatim Raymond. Faux, rétorque le ministre de la Justice. Les montants avancés, cela ne correspond pas à la réalité. Je vais vous donner un chiffre exact de ce qui a permis d'organiser ce procès. C'est la somme de 5 milliards 527 399 330 francs, ce qui correspond à 8 426 465 euros. Donc on est bien loin quand on porte des accusations, elles doivent être aussi précises que possible. Mais c'est tout à fait normal. Madame Fatimata Raymond Habré est une bonne épouse qui défend bien son mari. Une grosse somme est prévue pour indemniser les victimes. L'État tchadien a été condamné à 75 milliards à verser aux victimes. Et 50% vont être acquittés par l'État et 50% par les personnes condamnées. Donc cela voudrait dire que justice a été faite sur le plan pénal, mais la réparation a suivi. Parce que les victimes sont souvent, une fois que le droit est reconnu, dans des situations de détresse morale, matérielle, psychologique, et il est... Le PDS et l'APR vont-ils enterrer la hache de guerre? Des deux côtés, l'ensemble saluait les récentes concertations qui ont permis d'adoucir les relations entre apéristes et libéraux. Des citoyens pensent que ce sont plutôt des calculs politiques. Un sujet signé Code Ndiaye. Le PDS et l'APR arrondissent les angles après le dialogue du 28 mai dernier. La réponse du PDS à la main tendue du chef de l'État, le coup de fil entre le président Macky Sall et son prédécesseur sont-ils de nature à huiler les relations entre les deux formations? Il y a des questions spécifiques, ensuite des questions d'intérêt national. Nous avons voulu que soit réformé le code électoral, le système électoral de façon générale. Nous avons demandé également à ce qu'il y ait le respect des droits humains. Par rapport à toutes ces questions, y compris celles relatives, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, notre groupe parlementaire, la question liée à notre sœur Aïda Mbodj, et nous considérons que par rapport également à ce dialogue amorcé le 28 mai passé, beaucoup de choses peuvent être réglées dans la sincérité, dans la franchise. Ce conseiller du président de la République se réjouit de ces discussions qui peuvent être, selon lui, un gage d'un climat politique apaisé. Qu'un président de la République, dans une situation de ni crise, ni problème, ni rien, décide d'appeler tout le monde au dialogue. Il a appelé dialogue national, il a été national. On ne s'est pas arrêté aux partis politiques qui s'arrêteraient aux questions politiques. L'une encore des ambitions du président Macky Sall, c'est de pacifier la voie politique. Parce qu'au Sénégal, depuis
le multipartisme intégral instauré par Abdou Diouf en 81, la politique se caractérise par des invectives, des insultes, des incursions dans la vie privée des gens. Si nous devenons plus civilisés, si nous avons des espaces de communication, si nous avons des exutoires, c'est tant mieux pour la démocratie. C'est ça que le président Macky Sall a compris. À ces concertations vient s'ajouter le coup de fil du président Macky Sall à l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Là aussi, nos interlocuteurs ont accordé leur violon. Cela prouve qu'il y a quelque chose de fondamental. Il y a une avancée notoire. Parce que personne ne pouvait imaginer, dans un passé récent, que le président Macky Sall allait prendre son téléphone et appeler le président Abdoulaye Wade, qui est son père politique. Mais c'est très beau. C'est absolument beau que lors d'un anniversaire, quelqu'un qui vous a succédé dans les conditions qu'on sait, avec les suites qu'on connaît, vous appelle pour vous dire bon anniversaire. Quelles en seront les conséquences? Il faut être devin pour le dire. Du côté des citoyens, certains soupçonnent des calculs politiques. Je me dis que bon, il y a anguille sous roche. Voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, passer tout son temps à dénigrer un parti et un bon moment sur la base, par exemple, de la discussion nationale ou bien d'une concertation nationale, vouloir, par exemple, réunir un parti dont on a déclaré la guerre il y a quelques mois passés. Ils prennent des prétextes de dialogue national pour pouvoir régler leurs problèmes internes. Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une gestion sobre et vertueuse, mais non des calculs politiques. Ce qu'on attend du président Sall est de continuer la traque des biens mal acquis ou bien de libérer M. Karim Wade. Après plusieurs appels au dialogue du président Macky Sall, le PDS répond enfin favorablement. Le président Macky Sall parle à Maître Abdoulaye Wade et reçoit les félicitations de l'ancien président Abdou Diouf. Autant d'actes qui annoncent les prémices d'un climat politique apaisé. En partenariat avec l'USAID, dans le cadre du Trade Africa, le Sénégal a procédé à la cérémonie d'ouverture de la semaine dédiée à la mangue. Les acteurs ont décidé cette année de mettre en œuvre l'idée d'alliance régionale mangue. Au cours de la rencontre, des progrès comme des manquements ont été signalés. Aïssatou Dioptal.